Grâce à toi, je suis en train de vivre une aventure juste fabuleuse. Merci encore de m'avoir fait découvrir Inbound Marketing. Serge Cam, créatif comme ceci. Bon, c'est une fille, ça aurait été bien, mais bon. Aujourd'hui, tout le monde passe par Internet pour développer son business. Si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en retard. Quand je vous donne mon nom, le réflexe avec les smartphones, c'est de taper sur Google, voir ce qu'il y a, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas une présence en ligne intéressante, votre affaire va stagner. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins Android. C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu là où je vais en venir, n'est-ce pas? Ok. Alors, le marketing traditionnel, ici on avait ce qu'on appelle les appels à froid, les emails froids, les spams. Tout le monde sait ce qu'on appelle un spam, n'est-ce pas? Vous tombez dans votre boîte email, vous avez plein de messages que vous ne voulez pas. Ça, c'est l'ancien marketing parce qu'on vous matraquez. Hein? Les pubs interruptives, j'en ai parlé tout à l'heure avec les affiches, la musique de partout. Ça, c'est l'ancien type de marketing qui est centré sur le marketeur. Inbound marketing est centré sur l'utilisateur. Il s'agit de faire vivre à la personne en face une expérience agréable qui pourra ensuite pousser l'individu en question à vous passer une commande ou à venir vers vous pour un service. D'accord? Alors là, c'est des pratiques qui sont mises, qu'on utilise dans l'inbound marketing. Et comme j'ai affaire à des techs, je crois que ces termes ne vous sont pas étrangers. Quand je parle de SEO. SEO. Search Engine Optimization. D'accord. En passant, je suis traducteur aussi dans l'anglais. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, il s'agit en fait de traiter votre contenu de telle sorte que lorsqu'on tape sur Google, ce qui apparaît soit à votre avantage. C'est de façon, expliqué de façon très basique. Alors, le blogging, ça c'est une question, chaque fois que je la pose, qui peut me donner la définition de ce que c'est qu'un blog? N'importe qui, hein? Quelqu'un parle. Weblog. Pardon? Weblog. Weblog. Oui, c'est pas la définition. C'est ça la chronique. Oui. Un journal personnel. Voilà. Une autre réponse? C'est un critiqueur. Bon. Voilà pourquoi j'ai le cœur qui se prend à chaque fois que je pose cette question. Parce qu'aujourd'hui, on considère le blog comme un journal intime version 2.0. Version Android. Alors que le blog peut être aujourd'hui le moyen de vous faire connaître et reconnaître comme un professionnel de votre domaine. Je vais vous montrer deux blogs, là tout de suite. J'ai sauvegardé les pages, parce que je n'étais pas sur le net aujourd'hui. Je vais vous montrer deux blogs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle un blog. Ce sont des blogs professionnels. Alors j'ouvre ça tout de suite, parce qu'il faut bien être pratique, n'est-ce pas? Alors, voilà Elle Citoyenne qui est un blog en fait. Lorsque vous regardez, vous pensez plutôt à un site internet, n'est-ce pas? Classique. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un blog. C'est le blog moderne aujourd'hui, le blog professionnel. Alors, Elle Citoyenne parle de quoi? Elle Citoyenne, c'est simplement l'un des meilleurs blogs aujourd'hui en termes de citoyenneté. C'est-à-dire, elle met en avant les actions sociales, etc., etc. Mais voilà un blog. Ça n'a rien à voir avec un journal intime, n'est-ce pas? Quand on regarde sur Internet. Si on tape comment écrire sur Internet, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait une publicité intempestive, vous ne me connaissez pas. Si j'avais eu besoin de publicité intempestive, vous me connaîtriez. Mais c'est grâce notamment à mon blog et à la mise en pratique des stratégies inbound que j'ai pu gagner 2 ou 3 contrats qui me permettent aujourd'hui de faire de l'accompagnement et de me faire connaître davantage. Les questions sont après, là. Oui, s'il te plaît, les questions sont après, mon frère. Donc l'idée autour de ça, c'est de créer l'attraction parce que la technique inbound, en fait, c'est de produire un contenu qui sera agréable à la personne en face pour l'amener à venir vers vous. Donc il ne s'agit pas de casser la tête des gens avec des musiques qu'ils n'aiment pas pour les pousser à les aimer, mais c'est plutôt offrir à la personne que vous visez ce qu'elle aime afin qu'elle revienne vers vous. Parce qu'on comprend, n'est-ce pas? Le s'agit de créer un marketing que les gens aiment. Parce que la majorité des techniques marketing aujourd'hui sont réellement détestables. Alors la méthodologie inbound résumée en 4 points. Il s'agit d'attirer, de convertir, de conclure et de ravir. Alors là, ça ne se voit pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Mais en fait là, il s'agit de quoi? Des étrangers. Vous attirez les étrangers, vous les tournez en visiteurs. Les visiteurs en lead, ce qu'on appelle un lead, c'est un contact commercial. En passant, je n'ai pas fait d'études de marketing à l'école. Hein. D'accord? Donc c'est cette personne qui nous donne cette possibilité avec mes 7 années d'expérience. Donc vous tournez les visiteurs en lead, qui sont les contacts commerciaux,
lead en client et les clients en promoteur. On va essayer d'aller un peu plus en détail avec les 30 minutes que nous avons. Alors, dans la phase d'attraction, on passe par les blogs, par les mots-clés et par le partage social. Blog, on vient de voir de quoi il s'agit. Les mots-clés, on peut en parler, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un mot-clé ou bien ce que ce sont des mots-clés? L'un d'entre vous. Un mot-clé, miscommunication. Je sais qu'en communication, on n'est pas le mot-clé, non? Un mot-clé en termes de communication. Bon, je vais te laisser réfléchir, tu vas répondre à la fin, d'accord? Oui, communication, mot-clé. En fait, le mot-clé, c'est quoi? Le mot-clé, c'est ce que tu tapes sur Google quand tu fais ta recherche. D'accord? Le mot-clé, c'est ce que tu tapes sur Google quand tu fais ta recherche. Donc, quelqu'un qui fonctionne dans une industrie comme la mienne, où on parle de marketing sur Internet, s'il y a des mots qui doivent régulièrement revenir dans mon contenu, ce sont les mots qui tournent autour de mon thème, c'est-à-dire marketing, Internet, inbound, blogging, rédaction web, technique d'écriture, etc., etc. Donc pour des ingénieurs en informatique que vous êtes et que vous serez, et pour miscommunication, excuse-moi si je t'appelle comme ça parce que je ne connais pas encore ton prénom, mais on va voir ça à la fin avec un nouveau téléphone. Donc, pour les experts en technologie, nouvelles technologies et tous les administrateurs système, si vous mettez un site internet en ligne, il y a des mots qui doivent revenir dans votre contenu. Pour que la personne qui tape sur Google non seulement vous trouve, mais que Google également sache de quoi vous parlez. D'accord? Administration, système réseau, etc., etc. Et tous les mots que je ne comprenais pas tout à l'heure dans la télé précédente. D'accord? Cependant, il est important d'apprendre, de se former à l'écriture pour le net. Parce qu'avec l'évolution des moteurs de recherche aujourd'hui, les pratiques d'antan qui consistaient à remplir les mots-clés sont aujourd'hui bannies. C'est-à-dire que si Google se rend compte que tout ce que vous faites dans votre texte, c'est pondre des mots-clés, votre site risque d'être banni. Et lorsque vous êtes puni sur un moteur de recherche comme Google, remonter c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Et il est important d'apprendre le style d'écriture pour Internet, comment écrire pour Internet, pour que vos mots-clés apparaissent de façon plus naturelle et que vous ne soyez pas banni par Google. D'accord? Le partage social. Bon, il y a des techniques de partage social. Hein. Les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Snapchat aujourd'hui. Mais ce qu'il est également important de savoir, c'est que tous les réseaux sociaux ne seront pas bons pour votre business. Ça, c'est notre formation. D'accord? Il y a des réseaux sociaux qui sont bons pour tel ou tel type d'affaires et d'autres qui sont moins bons et qui sont même carrément inutiles. D'accord? Deuxième étape. Ça passe, ça se comprend? Ça se comprend? Deuxième étape, il s'agit de convertir les visiteurs en ligne. Alors, on passe par des formulaires, je vais vous expliquer, les appels à l'action et les phases d'atterrissage. Alors, j'avais encore enregistré un formulaire, mais comme le net fait ce que ça veut, je vous aurais montré un peu un formulaire sur Internet. En fait, les formulaires que vous utilisez sur Internet doivent être liés à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Les formulaires vous permettent de collecter de l'information selon le bon vouloir de l'utilisateur, je répète, parce que la nouvelle technique de marketing que je vous présente laisse le choix à l'utilisateur. On appelait ça marketing permissif. Avec l'ancienne technique de marketing, on vous oblige à donner vos informations, un peu comme avec l'identification des MTN et tout là. Tout ça, c'est simplement parce qu'on vous fait des offres marketing plus ou moins ciblées. Alors qu'avec l'inbound marketing, on vous laisse le choix de remplir le formulaire ou pas. Alors vous mettez des informations qui correspondent à votre besoin ou à votre cible ou à votre objectif. Comme le mien par exemple, sur mon formulaire, je vais toujours vous demander quel est votre défi actuel. Parce que par la suite, il faut que je revienne vers vous avec une offre qui correspond à votre besoin. D'accord? C'est un peu le bémol avec les intelligences artificielles comme Biki. Parce que les offres qu'on vous propose sont des offres standards qui correspondent plus ou moins à la moyenne des informations qu'on collecte sur vous. Avec l'inbound marketing, chaque offre est spécialisée. D'accord? Les appels à l'action, ce sont des petits boutons. Quand vous allez sur les sites de téléchargement, là vous voyez beaucoup de boutons qui apparaissent ici, télécharger, download, etc. C'est ce qu'on appelle les appels à l'action. Ce sont des moyens de savoir si la personne en face est intéressée par votre offre et ensuite si la personne clique, alors là, elle pourra être ce qu'on appelle un contact commercial. Ça se comprend, n'est-ce pas? Les pages d'atterrissage. Les pages d'atterrissage sont les pages sur lesquelles on atterrit simplement après avoir cliqué sur un bouton d'appel à l'action. Donc quand vous cliquez sur télécharger, la page d'après, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Quand vous suivez la formation dans le domaine, vous voyez que les pages d'atterrissage ont certaines caractéristiques qui vous donnent la possibilité de tailler l'offre que vous allez apporter ensuite
à la personne qui clique sur vos boutons. Ça passe? Ouais. Alors, conclure. Là, c'est la partie un peu commerciale. Alors, GRC, je vais vous expliquer après, email et flux de travail. En fait, il s'agit de quoi? Ici, là, c'est tout. Il y a un flux de travail qui est généré à ce niveau pour convertir les leads en clients. GRC, c'est la gestion de la relation client. Il y a des logiciels qui sont mis en place pour gérer ces choses, c'est-à-dire pour vous aider. HubSpot, justement, là, je fais ma certification logicielle dans le domaine, qui vous permet, par exemple, de classer tous vos contacts commerciaux par ordre d'importance. C'est-à-dire, la dernière fois, lors de mon atelier, j'ai fait passer des fiches d'évaluation, parce qu'il faut bien le faire, hein, c'est une stratégie, c'est-à-dire une technique. Chaque fois que vous faites une offre, chaque fois que vous produisez du contenu, chaque fois que vous faites un atelier, il est important qu'il y ait une évaluation après. Maintenant, une fois que vous avez les retours, les logiciels de gestion de la relation client vous permettent de placer les personnes en fonction des résultats. Ici, il y en a qui sont plus intéressés, plus ou moins intéressés, etc. Donc, sur une seule plateforme, vous avez la possibilité de placer toutes ces personnes et les gérer à partir de là. Ça facilite vraiment les choses. Et ça permet de faire une offre spécifique à chaque individu. GRC, gestion de la relation client. Alors, les emails, le marketing par email, c'est aussi l'objet d'une certification. L'email aujourd'hui, on a parfois l'impression que c'est mort. Pourtant, la moyenne des individus consultent leurs emails quasiment tous les jours. N'est-ce pas? Vous ouvrez vos emails tous les jours. Donc, lorsque, par exemple, j'obtiens votre contact après une formation comme celle-ci, c'est que j'ai bien l'intention d'avoir votre email après une formation comme celle-ci, et que je vous renvoie un email, il ne sera pas un spam. D'abord parce que j'aurai votre email, et parce que vous me l'aurez donné volontairement, ce ne sera pas du spam. Donc, quand vous allez voir mon nom, vous ne serez pas étonné. Vous aurez tendance à vouloir ouvrir mon message. Surtout si ma présentation vous a plu, n'est-ce pas? J'estime qu'elle vous plaît. Voilà. Donc, quand vous allez voir mon nom après, vous n'aurez pas envie de mettre ça de côté comme les spams, mais vous aurez envie d'ouvrir. Donc, c'est ça qu'on appelle email marketing également. Donc, il y a toute une étude autour de ça. On pourrait éventuellement faire des ateliers là-dessus, si vous le voulez bien, par la suite. D'accord? Non. Je parle pas seul. Non. Alors, la dernière étape de la méthodologie inbound, c'est ravir. Il s'agit en fait de tourner les clients en promoteurs. Parce qu'un client content est quelqu'un qui peut vous faire vendre, mais alors de façon extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire qui a trait à inbound, effectivement. HubSpot, là où j'ai fait ma certification, il y a une de leurs agences partenaires qui venait lancer un nouveau produit et tout. Et l'un de leurs fans avait écrit sur son compte Twitter. C'était une caméra, quelque chose comme ça, vraiment très high-tech et tout. Mon rêve, ce serait d'avoir une caméra comme celle-là. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de partager leur contenu, l'habitude de lire leur contenu. Quelqu'un qui était déjà un lead, c'est-à-dire, je vais revenir à l'étape précédente. Quelqu'un qui avait régulièrement rempli leur formulaire pour télécharger leur contenu. Comme j'en ai sur mon site, cette présentation par exemple, vous allez remplir un formulaire, vous l'aurez avec d'autres présentations également. Quelqu'un qui a régulièrement tourné autour de ça est considéré comme quelqu'un de plus ou moins intéressant qui peut être converti en client et plus tard en promoteur. De façon ciblée, ça a au moins un mois. Il est devenu l'un de leurs promoteurs les plus intéressants. Vous voyez un peu autour de quoi cette stratégie tourne. En fait, il s'agit de se mettre à la place de l'autre et lui donner ce dont il a besoin. Les sondages. Parce qu'il faut toujours évaluer un peu ce qu'on a eu à faire. Je vais vous donner des questionnaires tout à l'heure, 5 petits sondages. Un contenu intelligent, parce que sur la base des études précédentes, ce qu'on produit comme contenu est ciblé, est plus intéressant pour la personne qui est en face. Et du marketing social, donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà en gros la méthodologie inbound. Maintenant, le dernier point de cette stratégie que je n'ai pas mentionné, c'est l'analyse. Parce qu'à chaque fois que vous faites une action, il faut toujours faire une analyse a posteriori. D'accord? Ça doit faire partie d'absolument tout ce que vous faites en termes de pratique sur Internet. Toujours vérifier par la suite. On a des outils comme Google Analytics aujourd'hui qui nous aident beaucoup sur ce genre de choses. Gérer un peu les visites sur votre site Internet. D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ce sont des femmes? Quel est leur âge et tout? Ça vous permet de mieux organiser votre offre par la suite. D'accord? Alors, étant donné qu'il me reste 5 minutes, je continue pas. D'accord. Tant pis pour la personne qui passe après. Hein. Alors, les fondamentaux. Alors, voilà les bonnes pratiques de l'inbound. On a ce qu'on appelle les buyer personas, le voyage de l'acheteur, la création de contenu remarquable, c'est vraiment une de mes spécialités, et tirer profit de votre contenu. Alors, je ne sais pas, quand on parle de buyer persona, est-ce que ça vous dit quelque chose? Buyer persona.
Non, c'est pas une personne qu'on achète. Une personne qui baille. Voilà. Les bails personnels sont des représentations semi-fictives en fait de votre acheteur idéal. Donc le bail personnel c'est votre acheteur idéal. Qui est-ce que vous aimeriez avoir comme client pour votre business de communication, votre business de vente de matériel informatique ou quoi que ce soit? Le bail personnel c'est votre client idéal. Il est important de savoir à quel type de personne vous souhaitez proposer vos services afin que le contenu que vous publiez sur Internet soit adéquat et que la personne soit intéressée. Tout le monde n'a pas envie de lire des articles sur la mode. Tout le monde n'a pas envie de lire des articles sur la dernière musique. Oui, bien sûr. Mais une fois que vous avez donc bien taillé qui est votre personne cible, vous êtes capable de produire le contenu qui va l'intéresser sur Internet. D'accord? Et aussi ce qu'on appelle les personnes négatives. C'est-à-dire, les personnes négatives, c'est la personne que vous ne voulez pas du tout avoir comme client. Donc quand une personne comme ça, une fois que vous avez bien déterminé ça, quand une personne comme ça se présente, vous savez qu'elle va vous perdre du temps et qu'elle va vous faire perdre de l'argent. Alors comment est-ce qu'on fait un débat personnel? On procède à de la recherche. La recherche doit être basée sur des faits. Vous étudiez vos consommateurs actuels, vous posez des questions. Je vais vous faire voir un peu ce que c'est qu'un bail personnel avec le peu de temps qui me reste. Comment faire un bail personnel? Alors, donc voilà un peu les bails personnels sont la représentation générale fictive de tes consommateurs idéaux. L'utilité, ça vous permet de mieux comprendre vos clients à la base pour apporter un contenu idéal, intéressant. Et les personnes les plus solides sont basées sur les études de marché, c'est-à-dire vous faites une étude, on en parle tout de suite, c'est que vous étudiez les personnes qui sont déjà vos clients, vous posez des questions à votre entourage. Est-ce que tu aimerais acheter ce type de produit? Comment est-ce que tu estimes que je dois présenter peut-être ma formation en ceci ou en cela? Et vous pouvez en avoir un ou plusieurs en fonction de la taille de votre entreprise. On va être des personnes négatives, d'accord? Par exemple, parmi les personnes négatives que vous pouvez avoir, il y a par exemple des professionnels trop avancés pour votre produit. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une salle où vous faites une présentation, tout le monde connaît déjà ce que vous faites. Ce ne sont pas vos clients. Ils ne veulent pas faire partie de vos bails personnels. D'accord? Je suppose que ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Non, il y en a. Donc, il y a également des étudiants qui interagissent avec votre contenu plus pour la recherche, c'est-à-dire que des gens qui viennent sur votre blog ou sur votre site simplement parce qu'ils veulent des informations, pas forcément parce qu'ils ont un besoin pressant du produit que vous pourriez éventuellement proposer par la suite. Et il y a aussi ce qu'on appelle les clients trop coûteux. Ce sont des personnes qui, vous devez les appeler 150 millions de fois pour éventuellement espérer vendre un produit. D'accord?